Présentez-vous. Monsieur le Président de la métropole. La métropole a 2 ans, c'est une jeune construction, et le sondage dont vous venez d'avoir les résultats, je pense que vous aurez à cœur de les commenter, et pas seulement celui qui porte sur la notoriété, est très intéressant. C'est plutôt encourageant. Est-ce que vous l'avez perçu comme tel, de voir que les franciliens, puisque là on a interrogé les franciliens, sont prêts à s'approprier cette idée que c'est un grand projet pour leur zone d'habitation, là où ils vivent, le Grand Paris, c'est leur Grand Paris. Je vais vous répondre, mais d'abord permettez-moi de vous remercier d'avoir organisé cette séance de toute la journée, et permettez-moi de m'excuser cet après-midi, car malheureusement il y a le bureau de la métropole du Grand Paris. Je ne pourrais pas être là, car j'aurais aimé entendre et M. Castro et M. Cadeau, mais je m'excuse auprès de vous, les métropolitains ne seront pas présents. C'est une très bonne idée de l'avoir organisé, parce que nous ne sommes pas capables, à la métropole du Grand Paris, aujourd'hui, d'aller au-devant des citoyens. Et à travers vous, c'est une formule qui permet de s'approcher effectivement des citoyens. Pourquoi on n'est pas capable ? Parce que la métropole existe depuis 2 ans, vous l'avez dit, qu'elle est constituée de 131 villes, 7,5 millions d'habitants, et qu'il faut que ce conseil métropolitain de 209 personnes, dirigé par un bureau qui se réunit cet après-midi de 30 personnes, et je remercie 2 membres éminents du bureau qui sont ici présents, Daniel Guiraud, vice-président, qui s'occupe justement de ce dont je vais parler tout à l'heure, du plan climat, air, énergie, vice-président au développement durable. Où il est, Daniel? Je ne sais pas ce qu'il est. Et puis M. Geoffroy Boulard qui est devant moi, le maire du 17e. Daniel est maire des Lilas. Et Geoffroy Boulard qui est là, qui est le maire du 17e et qui lui s'occupe de l'administration générale. Nous sommes venus vous dire que nous n'avons pas réussi depuis 2 ans à aller devant la population. Pourquoi? Vous l'avez dit, parce que nous étions prêts à le faire. On avait organisé un schéma précis de visite dans les communes pour expliquer ce que devait être la métropole. Et le président de la République a décidé de reposer la question sur comment l'organiser. Comment voulez-vous qu'on aille devant une population pour dire voilà ce qu'on fait, pour que ensuite, quand on a parlé, la première personne qui lève la main dit oui, mais le président de la République va décider, qu'est-ce que vous allez devenir? Et vous voulez qu'on réponde je ne sais pas? Donc on n'a pas voulu aller affronter ce genre de débat qui n'aurait pas eu de réelle substance. En revanche, nous sommes occupés au travail. Et nous avions en place une gouvernance partagée. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit, M. Sayanès, merci pour ce sondage, sur le fait qu'il y a un consensus. Il y a un consensus de vie et de confort de vie et de souhait de confort de vie pour ces 7,5 millions d'habitants notamment, mais ceux de la région Île-de-France aussi, qui se disent comment ce truc-là, cette métropole, cette structure qui vient d'être créée, peut nous aider à mieux vivre ensemble. Et c'est à cela que nous avons voulu répondre en premier. Et je le dis parce que c'est important devant des personnes qui ne sont pas forcément engagées dans la politique, c'est pas facile, quand vous avez 131 maires dans une assemblée, de tous les mettre d'accord. C'est pas facile de créer un consensus. Nous avons réussi à le créer. Et nous avons une gouvernance partagée. Et dans le bureau, cet après-midi, il y a des communistes, des socialistes, et des républicains, des centristes, des écologistes. Et nous travaillons tous ensemble. Et depuis 2 ans, à chaque conseil métropolitain, les délibérations par les 209 délégués sont votées à la quasi-unanimité. Ça, c'est un premier pas qui est important, parce que ça correspond à ce que vous dites, c'est-à-dire que nous avons voulu transférer ce consensus de besoin que l'on sent autour de nous. Les gens ont besoin d'avoir une réponse à leurs problèmes de quotidienneté. Comment on peut nous aider à mieux vivre? Comment on peut avoir des logements réalisés dans des conditions plus agréables dans le cadre de vie? Comment on peut mieux circuler? Alors, je signale que les transports, ce n'est pas une compétence de la métropole. Depuis 60 ans, c'est une compétence de la région. Bien, je demande pour la future métropole... C'est peut-être un sujet, justement. Oui, je demande pour la future métropole que nous soyons une AOT de 2e rang, c'est-à-dire que nous ayons une autorité opérationnelle des transports, l'organisatrice des transports de 2e rang derrière la région, pour que l'on puisse s'occuper des transports intramétropolitains pour faciliter l'accès des métropolitains au transport. Voilà, donc nous sommes occupés de cela. Et nous avons, et je répondrai bien volontiers à vos questions, nous avons mis en place tout un système. Et si vous permettez de montrer mon bouquin, parce que tout à l'heure, vous disiez comment on peut concrétiser la vie au quotidien. Bien, tout est là-dedans, pas seulement là-dedans. Ça, c'est le résultat du concours Inventons les métropoles du Grand Paris, qu'on a organisé en 1 an. En 1 an. Hein. Il y a dans 51 villes, ils sont là, 51 projets architecturaux
d'une très grande modernité, avec toutes les start-up au niveau de l'innovation qu'on peut imaginer, qu'on a intégrées dans ces projets. Et ces 51 villes, maintenant, sont en train de signer petit à petit les permis de construire. Cela fait 7 milliards, 200 millions d'euros financés par le privé. Pas d'argent public, sauf 200 millions de la Caisse des dépôts pour servir de levier. Cela fait 2 100 000 mètres carrés à construire. Et à terme, lorsque ça sera construit, c'est-à-dire dans les 6 ans, parce qu'il y a des sites qui font 20 hectares, comme Thiers-Orly, ou comme Villiers-sur-Marne, il y a 12 hectares autour d'un hub du Grand Paris. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il y aura 50 000 emplois créés au terme de la construction. Et pendant les 6 années de construction, il y a 90 000 personnes qui vont travailler pour construire. Moi, j'aimerais qu'on en parle de ça. Parce que ce que vous dites, comment on change la vie, mais c'est comme ça qu'on la change. C'est-à-dire en ayant des signes lisibles et crédibles d'existence d'une métropole qui prend des décisions. Et on a choisi cette formule plutôt que de faire des réunions au cours desquelles on poserait des questions auxquelles on ne peut pas répondre, premièrement. Deuxièmement, on est en train de mettre en place tout un système de colonnes vertébrales de la métropole, je peux en parler si vous voulez, qui sont nos schémas directeurs. Ils sont irréversibles. Tout à l'heure, Joël, merci à Madame le maire plutôt d'être là et de nous avoir accueillis, j'aurais dû le dire avant, et merci de ce que tu as dit, car ce bus du SCOT, il n'y a pas d'élus, hein. C'est un bus avec des techniciens qui va voir la population, il y a des enregistrements télévisés, il y a des tas de choses qui se font, d'animation, il y a des retours qui nous reviennent, vont nous permettre de créer le schéma de cohérence territoriale. Et ce que je veux, Lyon, métropole de Lyon, 2 millions d'habitants à peu près, un peu plus, a mis 5 ans pour faire son SCOT. Nous, 7,5 millions, on veut mettre 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et c'est vrai que nous sommes harcelés, mais nous sommes harcelés par des personnes qui posent des questions qui sont au niveau de l'ego ou au niveau de l'ambition politique. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis là pour répondre aux questions des populations et pour leur apporter un mieux de vie, tant au niveau de l'urbanisme qu'au niveau, et je termine là-dessus parce que j'en parlerai pendant des heures, qu'au niveau de la vie en commun, par exemple, pour la pollution, pour la lutte contre la pollution. Et nous avons voté en décembre dernier notre plan climat, air et énergie métropolitain qui a été mis au point sous l'autorité de Daniel Guiraud. Je repose pour la deuxième fois la question, où est-il? Je ne le vois pas. Il était là tout à l'heure. C'est lui qui a, le maire des Lilas, animé ce débat. On l'a voté. Et vous savez le résultat de ce vote? Personne ne le sait. Mais on va en parler. Vous allez en parler. Nous créons des zones de basse émission. Et en 2024, parce que c'est une décision de la métropole qui a été prise, et elle sera exécutoire en 2024, nous allons interdire les diesels dans une zone de basse émission qui est à l'intérieur du cercle de la 86. Hors A86, on ne s'occupe pas de la 86, ce n'est pas une route métropolitaine. Et à l'intérieur de cette zone, le diesel sera interdit en 2024. Alors, quelques journalistes en ont parlé parce qu'on a fait un communiqué de presse, mais à mon avis, pas suffisamment, parce que cela contribue autant que les décisions qui sont prises par ailleurs à une amélioration de la qualité de vie, à une détermination, une volonté et à des décisions que l'on prend. Voilà, je vous cite un exemple, c'est le deuxième avec ça, et ça symbolise une volonté d'agir. C'est un bon exemple parce que cet exemple traduit peut-être une forme d'alliance entre la ville et la métropole. Vous citez le diesel, Madame Hidalgo, qui ne sera pas parmi nous aujourd'hui, mais qui nous entend, a pris la décision pour le diesel 2024. Elle a même pris une décision pour les émissions, pour tous les moteurs thermiques 2030. Vous prenez une décision 2024. Vous n'avez pas encore dit pour tous les moteurs thermiques, mais on pourrait imaginer que ça va venir. Est-ce qu'il y a une alliance objective? Pour poser ma question plus précisément, je ne parle pas forcément politique, mais d'une certaine façon, est-ce que c'est la ville-métropole ou la métropole-ville qui est en train de se mettre en place? Et je ne parlerai pas de la région, mais vous l'avez dit, effectivement, il y a un sujet de, aujourd'hui, superposition des compétences qui devra bien être un jour clarifié. Alors, je suis venu parce que c'était vous qui organisiez ce débat. Mais aujourd'hui, vous auriez des questions Non, mais attendez, je veux dire, parce que Mme Hidalgo n'est pas là, parce que c'est pas qu'elle me remplace, elle est ma vice-présidente chargée des problèmes internationaux. Et elle est avec le CIO qui est venu visiter les sites olympiques. Je devrais y être, d'ailleurs je vais vous quitter pour y aller. Parce que si l'examen qu'on passe ne se passe pas bien, on a des craintes pour l'avenir des Jeux olympiques. Voilà pourquoi elle n'est pas là. Mais elle s'est inscrite, elle, dans le PCAEM, puisqu'on l'a fait avec la ville de Paris aussi, qui nous permet de prendre ces décisions. Et toutes les villes vont prendre successivement les mêmes décisions que la ville de Paris.
Ce n'est pas un problème d'ordre politique, c'est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème d'égo ou de compétition de l'un contre l'autre. Moi, je suis républicain et j'assume. Elle est socialiste et elle assume, Madame Hidalgo. Et pourtant, on travaille la main dans l'intérêt des populations, avec des maires qui sont également communistes ou socialistes. Il n'y a pas de problème. On a pris conscience de quelque chose, et moi, j'ai fait mon mea culpa, car très sincèrement, je n'étais pas, avant d'être président de la métropole, suffisamment conscient de cette exigence de santé publique à ce niveau-là. Je dis, oh, ils exagèrent. Depuis, on a organisé des sondages. On a payé près de 100 000 euros pour que Air Paris fasse des capteurs un peu partout pour avoir de vraies comment dirais-je, indications de captage en réel, quasiment au quotidien. Et maintenant, on est parfaitement conscient qu'il y a un réel danger. Donc il est logique à cette zone-là que la ville et la métropole aient la même politique. Qu'on réponde à un danger par une décision courageuse dans laquelle nous allons nous engager. La ville, c'est la métropole. Ça, je ne l'ai pas amené, c'est pour vous faire rire, c'est un cône que j'ai dessiné qui représente ce que c'est que la métropole. Je peux terminer là-dessus ? Parce que si je vous dis qu'est-ce que c'est que la métropole, vous serez bien embêté pour répondre, et moi aussi. Bien. Je vous dis ce que je peux faire pour la diriger, mais ce qu'elle est, je ne peux pas le savoir. C'est M. Macron qui lui le sait et qui le dira dans quelques semaines. Pour moi, la métropole, ça ne peut être, je dis bien, ça ne peut être que la zone dense continue. Sinon, on n'a pas besoin de métropole. Dans les champs de blé de la Seine-et-Marne ou les champs de culture de l'Essonne ou des Yvelines, on n'a pas besoin de métropole. On a besoin de gérer avec la métropole les effets de son existence. Ça, c'est de l'aménagement du territoire, c'est un système de contractualisation et de convention pour que chacun profite des effets bénéfiques. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, M. Salanès, des attentes de la part des habitants hors périmètre de la métropole. C'est logique, ça s'organise. Mais la métropole elle-même, c'est la zone dense continue. Pourquoi ? Parce que 310 après Jésus-Christ s'appelait Lutèce et ça faisait 10 hectares. Et c'était la zone dense continue. Puis elle a grossi, elle s'est toujours appelée Paris. Elle a grossi jusqu'aux fortifications de Thiers. Elle s'appelait toujours Paris. Parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un d'autorité qui a dit Montmartre, Auteuil, Passy, commune. Hop, ça rentre dans Paris, on ne discute pas. Personne ne discutait. Et puis nous sommes arrivés, nous les maires de la première couronne, boulevard périphérique, derrière le boulevard périphérique. Et quand le maire de Paris nous a dit ça serait bien que vous rentriez dans Paris parce que vous faites partie du Grand Paris, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu parce qu'on existe et puis on est là, on veut rester tel qu'on est. Ça se comprend. Le clocher, la place de l'église, le premier à Rueil-Malmaison, je suis maire de Rueil-Malmaison, je défends cette vision des choses. Et à partir de là, la zone dense continue, elle s'en fiche de tout ça. Elle a continué à grossir. Et aujourd'hui, elle fait 90 000 hectares et il y a 131 maires. Donc l'intelligence collective a été de dire, puisque ces maires n'intègrent pas Paris, créons une collectivité qui se substitue à Paris, qui s'appelle la métropole du Grand Paris, et qui est faite pour gérer les problèmes quotidiens de ces 7,5 millions d'habitants, problèmes quotidiens d'environnement, développement durable, d'économie, d'emploi, de transport, vous l'avez dit, on n'a pas la compétence, etc., etc. Donc c'est une adaptation du système de gouvernance à une réalité qui est la zone dense continue, et cette densification qui existe, pas nous qui l'avons voulu, mais elle existe, qui fait qu'il faut bien qu'on décide ensemble du destin commun de ces gens-là qui en ont assez de subir les contradictions, parce que je suis en train de mettre en place la logistique de dernier kilomètre à la métropole. Alors un groupe de travail qui, avec le maire du Raincy, Jean-Michel Ginestier, qui s'est encore réuni la semaine dernière, on est en train d'essayer, accrochez-vous bien, parce que Madame la maire, plutôt, tu vas voir, de coordonner les réglementations des livraisons, des heures et des emplacements de stationnement pour les camions de livraison dans les communes. On a un plan, on va le délivrer à l'Assemblée des maires qui a lieu dans quelques jours, pour leur demander d'être volontaires pour créer une zone de logistique du dernier kilomètre, pour cette coordination des réglementations, pour faciliter la vie et arrêter ces contradictions qui font qu'une camionnette qui livre se heurte à un sens interdit, ne peut pas stationner, etc., et qui développe du diesel partout et qui nous pollue la vie, etc., etc. Donc vous voyez, la nécessité de cette coordination se trouve aussi dans un exemple précis de la logistique dernier kilomètre, parce que 131 interlocuteurs différents, on ne peut pas travailler. Une interlocutrice seule, la métropole, c'est plus facile. Patrick, une question sur le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, la métropole a peu de moyens. Est-ce qu'une réforme fiscale vous semblerait souhaitable ? On en parle beaucoup de la fiscalité locale, mais il y a un sujet, c'est est-ce qu'on peut avoir une fiscalité finalement de bassin
économique plutôt que de raisonner finalement territoire par territoire ou commune par commune, ce qui peut conduire à des compétitions. Ça peut nuire à la gouvernance partagée dont vous parlez. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait finalement une fiscalité métropolitaine ? Alors, à terme, je pense qu'il va falloir la revoir, la fiscalité, mais il y a tellement d'années que l'on dit qu'on va faire le grand jour de la réforme fiscale que j'ai du mal à y croire. Cela étant, ce que vous dites, Philippe, est une évidence. Oui, mais à terme. Aujourd'hui, il faut dire que le budget de la métropole tel qu'il a été voté... Si peut se substituer à la fiscalité des autres, ça serait mieux, c'est pas une addition. Non, c'est pas une addition, c'est une substitution, mais je vais en parler. Aujourd'hui, le texte... J'ai voté contre le texte qui a créé la métropole. Hein. Je la préside, mais j'ai voté contre, parce que ce texte n'est pas abouti. Et l'organisation de la métropole, elle s'est arrêtée au milieu du gué, au niveau des compétences, et surtout au niveau du budget. On a un budget ridicule. Ridicule. Tellement ridicule que l'année prochaine, les systèmes ahurissants techniquement, terriblement français, des flux fiscaux, fait que la métropole va se trouver en déficit de fonctionnement. Si on ne règle pas le problème. Donc je pense qu'on va le régler, mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que la vision du gouvernement de M. Hollande, lorsque le texte a été voté, s'est arrêtée moins qu'au milieu du gué. Mais ma question n'était pas que les moyens, hein. C'était également de créer une forme de cohérence et d'intérêt commun à travailler ensemble au niveau de la métropole. Actuellement, on investit, on a un fonds d'investissement métropolitain, on soutient des projets. La métropole, Madame la maire, a d'ailleurs voté une subvention importante pour la ville de Puteaux, et c'est très positif ainsi. On a des projets, mais on a des problèmes pour les financer parce que le budget, je lance un appel au secours là-haut, pour qu'on nous aide pour la prochaine loi de finances. Ce budget est indigne, et le président de la métropole le dit, c'est très clair. À partir de là, comment on peut faire ? Ce que vous dites est une certitude dans le futur. Il va falloir globaliser les choses pour qu'il puisse y avoir effectivement une relation entre un périmètre d'exécution et une fiscalité comme dans la mairie et dans une ville qui permet de financer les activités et les actions qu'on engage. Mais il y a un autre problème qui se pose, le millefeuille. Moi, je sais bien sûr, je vais me fâcher avec mon ami Patrick Devedjian, qui est le président du territoire, qui est surtout le président d'établissement public dans lequel nous nous trouvons et auquel la métropole participe. Je suis pour la disparition des départements. Parce que je considère qu'à l'intérieur de l'aire métropolitaine, ils ne se justifient plus. Autant je suis pour leur maintien en dehors de ces aires métropolitaines, autant dans l'aire métropolitaine, ils ne se justifient plus. Et la métropole est parfaitement capable, avec la région, on pourrait répartir d'une manière équitable les attributions des départements et le financement entre la région et la métropole. Et là, le système budgétaire de la métropole serait réglé. Donc c'est un vœu pieux, mais c'est un vœu que je formule, car nos problèmes budgétaires seraient réglés. Ensuite, sur l'harmonisation, on tombe sur les territoires. La métropole est composée, et on commence à rentrer dans des arcanes un peu compliquées et des subtilités qui nous dépassent tous, et même moi. Il existe des territoires, 12 territoires au sein de la métropole. Ces territoires ont une compétence fiscale. Et ils ont la compétence de fixer les taux de CFE, c'est-à-dire le produit de la fiscalité d'entreprise. Et à partir de là, les 12 territoires, de l'Est comme de l'Ouest, du Nord comme du Sud, peuvent fixer des taux divergents, d'augmentation ou de diminution. C'est assez ahurissant que dans un même périmètre, il puisse y avoir des entités qui décident de fiscalité de taux différents pour être plus attractifs, pour être même en compétition les uns avec les autres, ce qui est tout à fait détestable pour le raisonnement global de l'attractivité de la métropole qui doit être une et indivisible à ce niveau-là. Donc moi je préconise que les territoires restent parce qu'ils sont très utiles pour gérer la proximité, mais que sur le plan de la fiscalité, ça soit la métropole qui reçoive tous les produits fiscaux et qui restitue aux territoires les moyens financiers dont ils ont besoin et qui fixe d'une manière unique et globale l'évolution des taux sur décision du Conseil métropolitain. Là, on aura un budget qui sera parfaitement équilibré. Je voulais vous lire pour terminer quelques mots de la lettre de mission envoyée par le président Emmanuel Macron à Roland Castro. Alors, un peu techno, hein, parfois, pardonnez-moi. Il faut lutter efficacement contre la dualisation économique et sociale du Grand Paris, dont j'imagine que c'est la séparation entre les riches et les pauvres, les départements riches et les départements pauvres, Paris et la banlieue.
Il faut bien sûr soutenir l'innovation, la créativité. Il faut un nouveau modèle autour de 4 ambitions fortes, une ville inclusive, enfin, etc. Et ça se termine en disant « Vos propositions devront être rendues le 31 juillet 2018 pour nourrir la réflexion en cours sur l'évolution institutionnelle du Grand Paris, vous en avez parlé, qui sera présentée à l'automne 2018. » Donc, c'est quoi le calendrier du président? C'est juillet, c'est la rentrée? Vous auriez dû être mon Valérien hier, vous lui aurez posé la question. Vous auriez répondu. Pas eu cette chance. Non, je plaisante, je n'en sais strictement rien. Je sais simplement qu'il a l'intention de répondre avant la fin de l'année, c'est-à-dire au plus tard début du trimestre de rentrée et au plus tôt peut-être avant fin juillet. Voilà, la fourchette, je n'en sais rien. Quel est l'objet de la mission Castro? Alors, revenons-en sur la mission Castro. Je voudrais quand même dire que sur le plan de l'urbanisme, je l'ai montré tout à l'heure, il y a 51 villes qui sont engagées dans une révolution urbanistique, mais je ne vous l'ai pas dit, on a lancé un deuxième concours. Et dans le deuxième concours, il y a 30 villes nouvelles. Ce qui fait en tout 90 villes sur les 130, T1, qui sont engagées dans une révision quasiment révolutionnaire par ces projets de leur urbanisme. Donc il y a déjà un point de départ important pour Roland Castro, parce que nous avons fait un travail qui est le plus grand concours d'architecture et d'urbanisme d'Europe, quand même. Bon. Et Roland Castro est un architecte, je ne suis pas architecte. C'est un homme qui a une vision. Moi j'en ai une vision, parce que la métropole doit être avant tout une vision d'avenir au niveau de l'attractivité, du rayonnement. C'est la seule ville-monde qui existe en France, la métropole du Grand Paris. Et l'attractivité et le rayonnement, on n'en a pas parlé, et c'est quand même, pour nous, le moteur, pas diesel, mais le moteur de l'avenir de la métropole. Si on construit un destin commun pour les habitants, il faut aussi que ces destins communs, pour la seule ville-monde qui existe en France, rayonnent dans le monde entier et créent une attractivité sur le plan économique. Au passage, avec la région, d'ailleurs avec Valérie Pécresse, avec la maire de Paris, Madame Hidalgo, avec le gouvernement, nous avons, la métropole, donc, lancé un guichet unique, parce qu'on n'a pas attendu que le temps passe, face au Brexit. Et ce guichet unique, il y a une douzaine de personnes qui y travaillent, et ce guichet unique fonctionne merveilleusement bien. Et attire des entreprises qui s'interrogent outre-Manche pour savoir ce qu'elles vont devenir, dans la plus grande discrétion. Mais ça se passe très bien, parce qu'on a anticipé, on a réfléchi comment, et je dis ça à partir de l'Arche, c'est le général de Gaulle, en 1958, qui a voulu donner ce signe d'attractivité à la ville de Paris en décidant de ce qui existe aujourd'hui. Et puis Pompidou a continué. Et Malraux, à l'époque, avait eu des mots très encourageants pour ce symbole qu'est la défense. Nous sommes ici dans le symbole de l'avenir. La métropole incarne l'avenir. Et cette activité et ce rayonnement sont l'avenir. Et à partir de là, il faut qu'on soit capable de dire comment, pour cet avenir, on va régler les problèmes de l'attractivité économique, mais il faut aussi qu'on soit capable de résoudre les problèmes quotidiens des gens, c'est-à-dire l'habitat. Et je veux quand même parler de l'habitat, parce que nous voulons lancer le PMHH, le plan métropolitain de l'habitat et du logement. On risque d'avoir des débats politiques un peu compliqués au prochain Conseil métropolitain qui a lieu vendredi. Parce qu'effectivement, là, nous ne sommes pas tout à fait tous d'accord. Et il peut y avoir des expressions divergentes. Pourquoi? Parce que ce que le gouvernement faisait à travers la TOL, c'est-à-dire le taux opérationnel des logements pour chaque commune, et imposait à chaque commune des objectifs de construction. À partir du 1er janvier prochain, c'est la métropole qui récupère ce pouvoir. Croyez bien que je m'en serais bien gardé, mais c'est la loi. Et qui va être à même de fixer cette TOL. Et elle le fait à partir de son plan métropolitain de l'habitat que nous sommes en train de voter. Et ce plan métropolitain doit répondre aux exigences des 70 000 logements à construire par an. C'est ça qu'on fait en ce moment. On ne se tourne pas les pouces. On est en train de répondre à ces questions. Et on est en train de construire justement ce plan métropolitain de l'habitat pour construire 39 000 logements par an dans l'ère métropolitaine. 39 000 logements par an, ça y est, ça colle bien, ça marche. Merci Patrick. 39 000 logements par an dans l'ère métropolitaine. On n'en parle pas, personne n'en parle. Et ce que nous voulons, c'est que ces 39 000 logements soient construits dans le cadre d'un cadre de vie qui ne pourra aller que s'améliorant. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et à partir de là, on aura répondu aux exigences de la population. On n'aura pas répondu aux interrogations, mais aux exigences de vie, du confort de vie. On aurait répondu aussi au niveau de l'emploi. Parce que là, on va créer dans le deuxième concours à peu près 25 000 emplois, avec les 50 000 emplois qu'on vient de créer
en perspective à la fin des travaux, ça fera quand même 75 000 emplois que la métropole va créer dans les 7-8 ans qui viennent. Je pense que c'est quand même quelque chose de significatif. Le président de la République a réuni des chefs d'État étrangers il n'y a pas longtemps pour globaliser 3 milliards, je crois 3 milliards d'euros d'investissement. Nous, on fait 7 milliards d'euros d'investissement, personne n'en parle, on va encore en faire 5 ou 6 et personne n'en parlera. Et ça, c'est des résultats concrets pour chacune et chacun d'entre vous dans vos villes. Ben, ça va se faire. Alors, je termine sur un point important. Tout à l'heure, j'ai hésité, quand Bernard Sananès a donné les résultats, j'ai hésité et je me suis moi-même posé la question pendant que vous parliez de savoir pourquoi on n'était pas arrivé à aller plus vite devant la population. Je crois que je le sais. Prenez ma place, vous avez 131 maires en face de vous de toutes les couleurs politiques et vous avez 2 heures pour les mettre d'accord. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont lever la main, mais ce n'est pas facile. Et c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement depuis 2 ans. Et on a réussi d'abord à mettre les maires d'accord entre eux, plutôt que de se confronter au désaccord de certains maires, parce qu'au sein de la métropole, tous les maires ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas tous enthousiastes parce qu'ils ont une vision c'est pas de l'égoïsme local, hein, c'est une vision propre de leur destin communal, qui pour eux, dans leur esprit, n'a pas besoin de s'intégrer dans un tout métropolitain. Il faut aussi les convaincre qu'ils doivent s'associer à notre démarche, parce que sans les maires, on ne peut rien faire. C'est ça que depuis 2 ans, on essaie de faire et qu'on est arrivé à faire. Alors justement, est-ce que l'aboutissement de la métropole, ça sera d'élire le maire du Grand Paris au suffrage universel? Pour moi, non. Pourquoi? Je ne vais pas passer de 18% à 55%, ça ne m'intéresse pas parce que je ne serai pas candidat à la présidence de la République ni à la candidature de la région. Mais je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Sanction démocratique un jour, je n'ai pas forcément. Je veux dire pourquoi. Parce que c'est une vision, excusez-moi, alors je ne vais pas employer de mots qui vexent qui que ce soit, c'est une vision qui n'est pas adaptée à la réalité de terrain. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que quand vous réunissez 131 villes, avec des maires, alors dans ce cas-là, si on élit le maire au suffrage universel, il faut supprimer les communes, et puis il n'y a qu'une commune qui est Paris, donc qui a grandi, qui s'appelle la métropole du Grand Paris. C'est un choix. Qui aura le courage de faire ça? Personne. C'est clair. Donc les communes restent ce qu'elles sont. Vous avez 131 maires élus au suffrage universel. Et puis vous décidez de faire élire le maire de la métropole, ou le président de la métropole, au suffrage universel. Conflit de compétences. Vous savez comment se traduit un conflit de compétences sur le terrain? Parce que celui qui est élu au suffrage universel, président de la métropole, moi je, mais le maire dans sa commune, moi je aussi, et les 131 maires séparément, moi je aussi. Quel est le moi je qui gagne par rapport au moi je? Parce que le président de la métropole n'aura pas l'autorité pour dire au maire, tais-toi, dans ta commune on fait ça. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je voudrais que vous compreniez que la construction d'une métropole telle que nous sommes en train de le faire, ou d'une autre métropole ailleurs, par exemple à Lyon ou ailleurs, ça doit se faire à partir d'un consentement de ceux qui détiennent le pouvoir. Parce que si vous vous aliénez ces gens-là, c'est un blocage. Alors si on veut bloquer, on bloque, mais ça ne sera pas de notre faute. Si on veut au contraire réussir, il faut que la métropole des maires s'appuie sur les maires, comme nous le faisons, parce qu'on se regarde les yeux dans les yeux, et on dit dans ta commune, ça serait bien que tu acceptes de faire ça. Et on discute. Et puis après, le maire, il est convaincu, je le ferai. Mais imposer à un maire quelque chose contre son souhait par quelqu'un élu au suffrage universel, je crée un système de blocage. Alors c'est beau, c'est démocratique, c'est une formidable ambition, c'est merveilleux, mais c'est un blocage qui risque de compromettre la métropole. Deuxième autre blocage qui risque de compromettre la métropole et son efficacité, c'est de la penser sur le plan géographique comme idéal dans un périmètre beaucoup plus grand. Alors j'apprécie la citation du Havre jusqu'à Paris, parce que c'est une vision qui m'intéresse beaucoup et je suis d'accord avec ça. Et je suis d'accord avec Édouard Philippe, qui était le maire du Havre, on en a longuement parlé. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment, dans les faits, construire cette entité. Eh bien, je le maintiens, il faut une métropole du Grand Paris qui s'appuie sur la zone dense, uniquement, et non pas sur les champs de blé de la Seine-et-Marne, et il faut une métropole qui travaille avec ceux qui sont à la limite. Parce que l'effet de seuil est dévastateur. Alors on me dit, on va élargir le seuil. Mais si vous élargissez le seuil, vous recréez un seuil. Il y a toujours un effet de seuil. Il faut dépasser les seuils. Et pour dépasser les seuils, il faut travailler ensemble.
Et pour dépasser les seuils, il faut avoir des contrats stratégiques ou des conventions stratégiques de coopération avec les départements limitrophes. Et moi, j'ai accepté, dans le prochain concours Inventant la métropole, 4 communes qui ne sont pas dans la métropole. Les maires sont venus me voir en me disant « Patrick, j'aimerais bien participer au concours ». J'ai dit « La porte est ouverte, viens ». La principale, c'est Chelles. Et je suis allé visiter moi-même les 14 hectares de la zone de Chelles, qui est une très belle zone à aménager. Le département voisin de la métropole veut bénéficier de notre plan climat, air, énergie. Pas de problème. On signe une convention, ces équipes rentrent avec nos équipes, et puis on prolonge le PCAM jusqu'à chez eux. Vous voulez participer au PMHH? Pas de problème, même système. Donc, d'une manière intelligente, évolutive et pragmatique, les instruments de l'aménagement du territoire sont là pour répondre aux interrogations qu'on peut avoir. Mais l'efficacité territoriale, elle est fondée sur ceux qui décident et sur un périmètre établi qui est la zone dense continue. On l'a bien compris.